Écoutez, bienvenue à tous sur ce webinaire stoïque mensuel, j'ai envie de dire, mais la fréquence est en train d'augmenter sur la fin de l'année pour essayer de répondre aux différentes questions et aux grands enjeux qui reviennent régulièrement sur les appels avec toutes les équipes. Peut-être avant de vous présenter l'objet de la réunion du jour, un rapide tour de table numérique. Je vais commencer par me présenter. Benjamin Mangel, je suis responsable de l'équipe de souscription chez Stoic depuis un peu plus d'un an. Je suis arrivé le 10 octobre dernier dans la maison et spécialisé en assurance cyber depuis maintenant de nombreuses années, au tout début du marché de l'assurance cyber. Et dans un premier temps, j'étais plutôt de votre côté courtier, principalement à l'époque sur les grands comptes ETI, puis au fur et à mesure sur le marché plutôt TPE et les entreprises des régions. Et je suis accompagné aujourd'hui pour cette intervention de Théo que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Benjamin. Moi c'est Théo Poisa, je suis responsable du développement courtage chez Stoic depuis un peu moins de 6 mois. Et pour le coup, j'ai toujours été auparavant de l'autre côté, du côté assureur. Ça fait 10 ans que je travaille pour des compagnies d'assurance. Et la dernière en date, c'était Hiscox, pour laquelle j'étais souscripteur, développeur en région Rhône-Alpes toujours, avec une forte dominante sur la partie cyber. Voilà. Et je rejoins Stoic pour promouvoir ce beau principe qui est l'assurance active. Et donc, j'officie toujours sur la région Rhône-Alpes. Peut-être qu'on peut passer sur la slide suivante et vous présenter un petit peu l'ordre du jour et les différentes parties qu'on veut aborder, les différents points qu'on veut souligner aujourd'hui. Dans un premier temps, on souhaitait reposer le contexte et le cadre du périmètre assurable chez Stoic, c'est-à-dire le champ des possibles côté assurance cyber chez Stoic, d'un point de vue de l'appétit, d'un point de vue de la territorialité et d'un point de vue des capacités disponibles avec les dernières actualités de marché dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sera une introduction et un point qui sera soulevé par Théo. Par la suite, j'aimerais vous présenter le parcours de souscription qu'on propose sur les entreprises avec des risques de par leur taille ou de par leur activité plus exposés. Toutes les études, je dirais la finesse de l'analyse sur mesure qui est réalisée par les équipes de Stoic. Comment est-ce que c'est pensé philosophiquement, comment est-ce que c'est appliqué, vous donner des repères de timing, de réactivité, de façon à ce que vous puissiez vous projeter avec nous dans des études un petit peu plus grandes, grosses, sur des comptes un petit peu plus exposés que le standard que la plupart d'entre vous ici présents, d'après les noms que je vois, avaient l'habitude déjà de souscrire seul depuis l'espace courtier. Ensuite, on vous fera un focus sur l'atout, au-delà du process et du parcours de souscription, les atouts de nos offres sur mesure. Pourquoi est-ce que cette approche est vertueuse et comment est-ce qu'elle se différencie de ce que certains confrères, sinon concurrents, peuvent réaliser sur le marché. Et puis évidemment, on gardera un temps pour les échanges en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions et pouvoir vous mettre dans les meilleures dispositions pour aborder cette fin d'année, cette grande période de renouvellement ou de placement en assurance cyber également, beaucoup, dans les meilleures dispositions avec toutes les informations. Théo, sans plus attendre, peut-être, je te laisse la main pour la suite. Yes, merci Benjamin. Donc, sans plus attendre, comme tu viens de le dire, sur le périmètre assurable chez Stoic, on va faire un bref récapitulatif de ce qu'on faisait auparavant, et puis j'introduirai des bonnes nouvelles au niveau notamment de nos capacités en assurance. Pour vous rappeler un petit peu jusqu'à présent, ce qui se passait, c'est que Stoic était capable de couvrir des sociétés entre 0 et 250 millions de chiffre d'affaires. Et puisque on parle d'actualité, je pense que vous avez vu passer beaucoup d'informations sur nos réseaux, sur LinkedIn, aussi par mail, et puis vous avez eu vos responsables du développement courtage en région qui vous ont prêché la bonne parole, les bonnes nouvelles. Benjamin est au cœur de l'actualité puisqu'il se trouve à Barcelone, au siège de Tokyo Marine en Europe. Et donc, c'est tout simplement l'arrivée d'un nouveau porteur de risque qui nous permet aujourd'hui d'aller étendre ce champ de capacité puisqu'on peut aller assurer des sociétés faisant entre 0 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une très grosse nouveauté qui s'accompagne
à la fois de l'élévation, de l'augmentation de nos capacités, puisque on peut déployer maintenant jusqu'à 5 millions d'euros de garantie. Comment ça fonctionne? Très simplement, de 0 à 50 millions de chiffre d'affaires, vous avez toujours accès à l'application, à votre espace courtier qui vous permet de déployer jusqu'à 2 millions d'euros de garantie. Donc, en totale autonomie de 0 à 50 millions de chiffre d'affaires jusqu'à 2 millions d'euros de garantie. Et au-delà des 50 millions de chiffre d'affaires, sur du 50 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir aller chercher de la capacité jusqu'à 5 millions d'euros. Et c'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous le savez, comme nous, le marché s'est rétréci, s'est durci ces dernières années, et on est très content pour le coup d'être à rebours de ce qui se passe sur la ligne cyber, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable d'aller étendre nos appétits de souscription et on en est très fiers. Et donc aujourd'hui c'est tout l'enjeu de la présentation, c'est de vous montrer comment nous faisons pour souscrire, pour aller chercher des risques à plus fort enjeu. Voilà. Au niveau de la territorialité, bonne nouvelle également, qui dit augmentation en gamme, si j'ose dire, au niveau de la capacité. Il fallait évidemment l'accompagner par une capacité de faire, tout du moins sur l'aspect territorial. Précédemment, ce qu'on pouvait faire, c'est assurer des sociétés qui étaient françaises, avec des implantations en France ainsi qu'en Europe, sur l'espace économique européen. Aujourd'hui, nous avons rajouté pour les études sur mesure, donc je le répète, entre 50 et 500 millions de chiffre d'affaires, une clause qui s'appelle la clause FINC et qui permet très simplement d'indemniser une société assurée dans une police X émise en France contre le préjudice financier qu'une de ses filiales situées en dehors de l'espace économique européen pourrait subir du fait d'un sinistre cyber. Typiquement, on va être capable de couvrir des sociétés toujours françaises qui ont non seulement des filiales en Europe, mais également en dehors de l'espace économique européen. Donc ça, c'est une énorme plus-value parce qu'on sait, plus on monte en capacité au niveau du chiffre d'affaires, plus vous allez avoir des clients qui vont avoir une part de ce chiffre d'affaires qui est soit généré à l'export ou soit généré directement localement par des entités commerciales ou de production situées dans des pays à l'extérieur de l'Union européenne, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, etc. Le fait de pouvoir aller étendre notre couverture, eh bien, ça participe du fait qu'on puisse aller rechercher des sociétés à plus fort enjeu. Peut-être une mise en perspective rapide en restant sur ce sujet-là, Théo. FINC, Financial Interest Clause, en français on pourrait l'appeler, et on l'appellera, hein, la clause d'intérêt financier. Comme c'est des sujets internationaux, on l'a mis en anglais, mais c'est exactement la description que vient d'en faire Théo. Et peut-être aussi une mise en perspective par rapport aux confrères qui nous entourent sur l'assurance cyber. Ça nous place dans ce qui se fait de mieux. Enfin, on s'est aligné sur les bonnes pratiques du marché. Ça n'est pas quelque chose qui est possible chez tout le monde. L'idée n'est pas de faire des groupes, de citer ou de mal parler de concurrents, mais c'est quelque chose qui est réalisé par à peu près la moitié du marché. Donc on a basculé du bon côté en donnant la possibilité de couvrir ce périmètre international par cette clause. Oui, très bon rappel, Benjamin, puisque tout n'est pas qu'une question de capacité, c'est-à-dire tout n'est pas qu'une question de taille, c'est-à-dire qu'on peut évidemment s'intéresser à la société jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires, mais si vous limitez cette capacité à la France et aller à l'Europe, vous allez très vite limiter de facto parce que bien souvent vous allez avoir des entités un petit peu à gauche et à droite, et donc tout n'est pas une question de limite, mais aussi de territorialité. Donc bon rappel, Benjamin, là-dessus. Au niveau de nos principaux appétits, je vous fais un bref récapitulatif. C'est toujours bon à rappeler que chez Stoic, nous avons des appétits larges sur un marché qui est en quête de solutions. Alors pour le coup, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, les ESN, ce qu'on appelait autrefois les SS2I, on va dire les CHR. Certains de nos concurrents ne vont pas sur les cafés, hôtelleries, restauration. L'industrie, j'ai aussi vent de certains de nos concurrents qui ne vont plus sur du manufacturing dès lors qu'on excède un certain seuil de chiffre d'affaires, dès lors qu'on a ce qu'on appelle de l'OT, qu'on a l'Internet des objets, dès lors qu'on a des chaînes de production, etc. Certains de nos concurrents n'y vont plus, certains de nos concurrents ne vont pas sur l'intérim, sur les métiers du RH, chose que l'on fait bien évidemment chez Stoic. Il y a aussi les professions médicales, petit focus sur les hôpitaux et sur les cliniques sur lesquelles nous n'allons toujours pas, mais pour le coup c'est presque une posture de marché. Benjamin en parlera certainement. En tout cas, chez Stoic, on a un appétit qui est large, on s'adresse
quasiment à toutes les professions, à toutes les industries, à toutes les activités. Et on a une vision très pointue, très précise, et ça va être tout l'objet du déroulé de la présentation juste après, sur notre capacité à aller nous intéresser au cœur du business model pour accompagner le plus finement possible nos assurés sur leurs activités déterminées. Non, c'est un très bon résumé. C'est un très bon résumé, Théo. Les exclusions d'appétit sont de plus en plus faibles. On ouvre notre appétit au fur et à mesure que la croissance perdure et que la sinistralité reste mesurée face à des sinistres qu'on gère correctement. Je reprends 3 points. Théo, ce que tu disais, hôpitaux et cliniques. C'est fermement non aujourd'hui et sans possibilité de déroger. On a été sollicité ces derniers temps pour des startups ou des entreprises qui étaient dans le sujet des crypto-monnaies et tout ce qui est lié à la blockchain de façon générale. Là également, impossibilité d'avancer. Tout ce qui est sujet d'armement et de pornographie, ce sont des sujets sur lesquels on peut absolument pas avancer. Pour quasiment tout le reste, posez-nous la question. On étudie les risques particulièrement exposés de façon un petit peu plus sur mesure, exactement dans le process que je vais vous montrer, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais ne vous brimez pas, envoyez-nous les dossiers. Notre force, c'est de les comprendre dans leur métier et de projeter derrière des solutions qui vont être le plus proches du besoin, avec un maximum de créativité de ce côté-là. Voilà. Benjamin, il y a une question en live, peut-être que ce serait intéressant qu'on y réponde. Et évidemment, on compilera toutes les questions non répondues à la fin de l'exercice sur les data centers. Est-ce que tu peux en parler une Oui, seconde? bien sûr. Les data centers, tout ce qui est hébergement de données, création de logiciels, c'est des sujets sur lesquels on peut avancer sans problème. On en a un certain nombre en portefeuille. On comprend leurs enjeux, ils sont assez élevés. On l'étudie avec précision, mais on peut avancer. Politique de souscription concernant les activités de transport et de logistique, effectivement, c'est un énorme sujet d'actualité car résilié chez un grand nombre de concurrents. Le risque cyber pour une entreprise de transport et de logistique est colossal, dans le sens où une indisponibilité du système d'information vient, pour que tout le monde réussisse à se projeter dans ce type de risque-là, vient tout de suite perturber les prises de commandes, les délais vient impacter la livraison, tout simplement, avec des chauffeurs qui ne sont plus en mesure d'accéder à leur feuille de route et à leurs commandes qui arrivent en général, 24 à 72 heures. Logistique, pareil, quand on n'est pas en mesure de gérer un entrepôt grâce à son logiciel dédié, on ne sait plus où sont les colis, on ne peut ni les faire rentrer en stock, ni les sortir, donc tout est paralysé. Le risque est énorme, et c'est un risque qu'on est prêt à étudier. On en a quelques-uns en portefeuille. Évidemment, les contrats sont à la mesure du risque, mais on en étudie et on en a quelques-uns en portefeuille. Quand je dis quelques-uns, c'est moins de quelques dizaines, mais c'est plus d'une dizaine, quoi. Quelques-uns très beaux à l'étude également. Quelques-uns très beaux à l'étude. Et pour rappel, vous avez le champ libre jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les transporteurs, qu'ils soient transport de marchandises, logisticiens ou commissionnaires de transport, directement via votre espace client. Dès que vous dépassez le seuil de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous passez dans une logique d'étude sur mesure qu'on va présenter juste après. Ensuite, data center, donc on a répondu. Sur les activités listées, quelles sont vos limites en cas de traitement de data, profession médicale, etc. On a un seuil qui est important d'avoir en tête chez Stoic, c'est le seuil de 250 000 données. 250 000 personnes dont les données sont collectées. Et ce, quelle que soit la nature de la donnée qui est collectée. Ce seuil-là, c'est pas un seuil de refus, c'est un seuil d'étude. Autrement dit, lorsqu'un dossier collecte les données de moins de 250 000 personnes, le sujet de la donnée n'est pas central pour nous et c'est pas qu'il ne mérite pas de l'attention, mais il ne mérite pas du temps spécifique et une analyse particulière. Quand on dépasse ce chiffre-là, et ce, quelle que soit la taille du dossier, on va regarder le sujet avec un petit peu plus d'attention. Les responsables de la relation courtage se rapprochent de vous de façon à vous présenter comment on peut aborder les choses. Est-ce que c'est simplement quelques questions? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est un questionnaire? Il y a différentes façons de faire en fonction de la taille du dossier. Mais on est obligé de creuser un petit peu le sujet pour savoir comment on avance ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une limite maximum d'un point de vue des données?
il y a un repère quand même à vous donner. À partir du moment où on dépasse les 10 millions de personnes dont les données sont collectées, on commence à être dans un grand inconfort d'un point de vue de l'exposition, et donc il est probable que ce soit une raison de refus. C'est pas quelque chose d'absolument ferme et de gravé dans le marbre, mais sachez que pour nous c'est un repère important. 10 millions de personnes dont les données sont collectées, notamment en B2C évidemment, notamment pour des sujets de e-commerce typiquement ou de distribution. Ça va être un point d'attention particulier. Ce qui est considérable, 10 millions, tu le remarqueras, Benjamin. Bien sûr, c'est limitant sur très peu de dossiers aujourd'hui à l'étude. Données médicales, données sensibles, tout simplement, on chiffre le risque. Une donnée médicale qui fuite et une donnée personnelle comme un nom ou un numéro de téléphone n'ont pas du tout le même coût pour l'assureur. Donc la nature de la donnée est importante pour nous. C'est pour ça qu'on pose les questions quand vous avez accès à tout simplement à notre questionnaire. On le prend en considération, mais pas de limites différentes. C'est le nombre de personnes qui sont concernées par ce sujet-là qui va être importante. Voilà, et qui vont définir notre appétit et notre capacité à avancer. Merci de nous poser des questions. J'aime quand ce genre d'échange est interactif et qu'on arrive à avancer. C'est interactif, ouais, complètement. On répondra à la fin à toutes les questions qui n'ont pas été répondues, évidemment. Ok. On revient un petit peu plus tard sur ça, de façon à pouvoir tenir le délai pour l'ensemble des sujets. Donc on a une approche unique des risques à élevé, à fort enjeu, et on en fait, je dirais, une spécialité, une façon d'approcher les risques. Avant tout, un rappel très bref, mais Théo l'a déjà rappelé juste avant, il y a 2 modes de souscription chez Stoic, il n'y en a pas 10. Le premier, c'est tout simplement la souscription qui est complètement automatisée depuis votre espace courtier, c'est-à-dire que la machine vous sort automatiquement un tarif, des termes et conditions en fonction des éléments de souscription que vous allez remplir, et vous avez la main sur limite, franchise et un certain nombre de paramètres comme notamment les dates d'effet, dates de fin, etc. Deuxième sujet, et c'est sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui, parce que c'est plus rare d'avoir des cas en portefeuille à l'étude, ça ne concerne que les risques les plus exposés sur les comptes les plus importants de vos portefeuilles. Du moins pour les courtiers de taille régionale. Alors je le dis, Benjamin est à Barcelone, hein, il n'est pas... Voilà. Je suis Tokyo Marine. Excusez-moi, je suis désolé pour ça. Donc, je vous disais, souscription sur mesure, donc il y a une particularité chez nous. Pour les entreprises réalisant plus de 50 millions, c'est le palier d'un point de vue du chiffre d'affaires, mais on va faire un focus particulier sur toutes les activités les plus exposées. On parlait tout à l'heure de la logistique, on parlait du transport, et donc c'est des thématiques sur lesquelles on va vous proposer de remplir et de rentrer dans ces process-là avant les 50 millions et à partir de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Même chose, autre sujet qui a été pointé du doigt, les hébergeurs, toutes les solutions logicielles, les métiers de l'informatique de façon générale, sur lesquels on va vous demander plus d'informations de souscription à partir de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou si on est dans de l'hébergement pur, même peut-être dès les premiers euros. Ce que je veux dire par là, c'est que ayez en tête cette limite de 50 millions qui ne bougera pas, qui est stable, qu'on n'a pas vocation à faire évoluer trop rapidement, et puis cette notion d'activité particulièrement exposée. Donc sur tous ces métiers les plus exposés, on va avoir à cœur de comprendre le risque via 3 piliers principaux qui vont être décrits juste dans la diapositive suivante. La première, et c'est une de nos particularités sur des dossiers de cette taille-là, c'est la compréhension du business model, la compréhension fine de l'activité de l'entreprise qu'on va auditer. Je vais revenir un petit peu plus dans le détail dans les slides suivantes sur ce que ça veut dire comprendre le business model, mais ça a un impact direct sur les cotations et sur nos offres d'assurance.
Dans un deuxième temps, on va creuser le système d'information sur lequel s'appuie l'entreprise pour tout simplement générer ce chiffre d'affaires. Et je vous parlerai un petit peu plus de ce que ça veut dire comprendre le système d'information, mais ça va être quelque chose de très macro, de très réseau, de très infrastructure. Je vais être très peu technique dans la suite, mais je vais vous expliquer dans les slides suivantes qu'est-ce qu'on entend par ça. Et puis, la dernière partie, c'est l'évaluation de la cybersécurité, puisque une fois qu'on a compris le business d'une entreprise, une fois qu'on a compris finalement son système d'information, l'important c'est de savoir comment tout ça est sécurisé. En quoi est-ce que ça nous différencie ? Tout simplement, on est sur des segments de marché. Entre 250 millions et 500 millions, ça se fait un petit peu plus, je vous l'accorde, mais entre 50 et 250 millions, en général, vous avez un questionnaire. En général, c'est un questionnaire qui est assez concentré sur des choses extrêmement basiques d'un point de vue système d'information et un gros focus sur une dizaine de points de cybersécurité. Ces questionnaires, vous les connaissez, certains sont longs, certains sont très longs. Notre volonté, c'est d'avoir une compréhension la plus fine possible de ces sujets-là pour mieux comprendre et donc avoir des offres qui sont plus adaptées. Voilà la philosophie de la chose. Allons-y. Je vais vous représenter du coup les trois piliers un petit peu plus dans le détail, comme je vous le disais. Quand je vous disais comprendre l'activité, finalement, comment est-ce que ça va se formaliser ? Ça va être tout simplement de comprendre le plus finement possible la dépendance entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et la disponibilité de son système d'information. Il est facile de comprendre qu'une entreprise, par exemple, qui fait du e-commerce, a un degré de dépendance maximum à son chiffre d'affaires. Une indisponibilité du système d'information va entraîner une perte de chiffre d'affaires quasiment proportionnelle à la durée d'indisponibilité. Là où une entreprise de conseil, par exemple, ou de construction va avoir un impact moins fort à court terme sur sa perte d'exploitation. Il y aura d'autres enjeux, mais on a des délais qui peuvent être un petit peu étendus et cette perte, elle ne va pas être proportionnelle. Dans les autres enjeux qui vont nous intéresser dans la compréhension du risque, il y a les enjeux de saisonnalité. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à quel est le stade de l'année, quel est le moment où la saisonnalité va être la plus importante pour comprendre notre exposition maximum, avoir de la finesse encore là-dedans. Ça va être important pour nous de comprendre à quel point une chaîne de production va être automatisée ou pas, à quel point les services vont être internalisés dans l'entreprise ou externalisés sur des sujets de logistique ou de transport. Ça va être extrêmement important pour nous de comprendre à quel point une entreprise par exemple une usine va avoir du stock de produits finis ou pas, puisqu'évidemment au moment d'un sinistre, les conséquences vont être très différentes. Pour deux entreprises qui font le même produit, qui ont les mêmes niveaux d'automatisation, qui sont identiques en tout point, l'une ayant un mois de stock, l'autre zéro, évidemment les enjeux derrière, d'un point de vue purement financier, vont être énormes, vont être très différents, et énormes pour l'un et moins pour l'autre. Donc tous ces éléments-là, c'est des informations qu'on va collecter dans notre questionnaire, d'une part, mais surtout pour les comptes les plus exposés lors d'échanges qu'on va vous proposer avec le client pour aller creuser ces sujets-là et être le plus précis possible. L'idée étant de venir nous positionner sur des risques qui ont été jugés trop vite, sur la base d'une activité par un concurrent qui aurait surévalué le risque, de venir, par notre bonne compréhension, avoir un prix qui est peut-être plus intéressant que ce que font d'autres, parce qu'on a mieux compris les enjeux. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie de souscription. Donc, premier pilier, compréhension de l'activité. Deuxième pilier, sur la slide suivante, compréhension du système d'information. Donc là, tout simplement, c'est des choses très simples que je vais vulgariser et qui sont découvertes par un ingénieur cyber de notre côté. Ça va être comprendre finalement où sont hébergées les données, qui sont les prestataires autour de l'entreprise qui vont l'aider, quels sont les outils métiers qui vont être centraux dans le système d'information, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a plusieurs sites, comment est-ce qu'ils sont reliés entre eux. Bref, avoir un schéma tout simplement du système d'information de l'entreprise pour savoir de quoi on parle et donc, encore une fois, être le plus près de la réalité et le plus pragmatique possible face à cette approche du risque. Et le dernier point, là, beaucoup plus traditionnel, sur les points de sécurité, une dizaine de points de sécurité qui sont creusés au travers de environ 3 questions en moyenne et qui vont nous permettre d'évaluer une maturité cyber. Un petit point, Benjamin, là-dessus, sur connaître le système d'information, c'est un point qui est pour moi déterminant, essentiel, et ce que je dis très souvent
à mes contacts, à mes courtiers en région Rhône-Alpes, c'est que on est très humble vis-à-vis de cette matière. C'est une matière qui est technique, c'est une matière avec un langage particulier. Ni Benjamin ni moi-même ne sommes informaticiens, encore moins ingénieurs en sécurité informatique, ingénieurs cyber. Vous-même, courtier, ne l'êtes pas non plus. Et tout l'intérêt d'étudier le risque avec un professionnel de la matière, avec un souscripteur de concert avec un ingénieur cyber, ça va permettre le jour dit de parler le même langage que votre client. Et quand je dis le même langage que votre client, c'est-à-dire que vous avez le jour J, le DSI, le RSSI ou le DSI qui va parler avec un ingénieur cyber dont c'est le métier. Et finalement, cette vulgarisation qui s'opère à ce moment-là vous permet de prendre du recul, vous concentrer sur l'environnement qui vous est le plus favorable, celui de votre relation avec votre client, celui du lien commercial qui vous unit, pour justement laisser discuter les deux personnes qui parlent le même langage et presque à la fin revenir avec une offre qui synthétise l'ensemble de ces échanges. Et c'est très important justement d'avoir une personne qui parle le même langage que votre client à l'instant T. Je ne peux pas être plus d'accord que ce que tu viens de dire. Et la conclusion de l'étude de ces trois piliers-là, activité, système d'information, sécurité, ça va être une compréhension tout simplement des scénarios de risque, avec des scénarios probables, potentiels, spécifiques à l'activité basée sur des menaces qui sont plus générales, et puis derrière, l'évaluation chiffrée de ces pertes-là pour avoir une proposition d'assurance qui est cohérente et qui est vraiment sur mesure par rapport à l'évaluation du risque. Et c'est pas forcément un prix de marché, mais plutôt un prix qui se veut le plus technique et juste possible. Peut-être pouvons-nous avancer avant de vous parler de cette remise d'offres rapide sur laquelle on s'engage côté stoïque. L'idée, c'est, une fois qu'on vous a présenté cette philosophie de souscription, un petit peu les tenants et les aboutissants, comment est-ce que ça se passe de façon très concrète pour vous, courtier, lorsque vous avez un de ces risques particulièrement exposés d'un point de vue de l'activité et ou du chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire au-delà de 50 millions. Tout simplement, le début de l'histoire est la même, est le même. Vous vous connectez sur votre espace courtier, vous allez renseigner le sirène et le nom de domaine de l'entreprise. Le fameux scan de vulnérabilité que vous connaissez va tourner exactement comme sur les deals standards les dossiers standards que vous avez l'habitude d'étudier. Et simplement, au moment où vous allez renseigner ces informations d'activité et de chiffre d'affaires, on va vous proposer de partager un questionnaire avec les équipes de votre client ou de votre prospect. Un questionnaire qui est dynamique, qui peut être complété en même temps par un DAF et un DSI, par exemple, puisque le questionnaire est tout simplement disponible en ligne. Il est également disponible à la consultation il est également disponible à la consultation de votre côté, c'est-à-dire que vous voyez le niveau de remplissage en vous connectant avec le lien, ce qui vous permet un bon suivi du dossier si vous voulez connaître le niveau de remplissage sans avoir des relances qui sont, on le sait, toujours très stratégiques à des moments important d'un point de vue de la gestion commerciale, et donc ça vous permet un suivi sans forcément déranger ou appeler les différents clients et les différents prospects. Et derrière, c'est une base qui nous sert à l'étude de ces trois piliers-là. Dans le meilleur des cas, on arrive sur la base des éléments qui ont été complétés, des commentaires qui ont été faits, puisqu'on encourage les clients, les prospects à donner un maximum d'informations à l'écrit pour nous donner, encore une fois, cette finesse dont on a besoin pour être bon et pour vous remettre des belles propositions. On est en mesure, une fois le questionnaire rempli et tous les éléments collectés, de vous remettre une offre dans les 7 jours ouvrés. Premier sujet. Et ensuite, tout simplement, on peut avoir un autre cas qui est la situation où on a des interlocuteurs qui ont rempli le questionnaire un petit peu rapidement, ou bien alors de façon imprécise, ou avec des points qui nous préoccupent. Or, chez Stoic, on aime bien comprendre, comme je vous le disais, je pense que cette vision en témoigne pas mal aujourd'hui, on aime bien comprendre le risque qu'on souscrit, c'est hyper important pour nous, et donc on va vous proposer potentiellement un échange avec un souscripteur, quelqu'un de mon équipe ou moi-même, un ingénieur en cybersécurité, qui lui va avoir cette finesse technique, et à deux, on pourra approcher ces deux sujets-là. En général, ce qu'on demande en face, dans l'idéal, c'est d'avoir une personne représentant la direction financière ou la direction générale en fonction de la taille de l'entreprise, et derrière, une personne de l'informatique, et bien sûr, au cœur de la relation et au cœur du dispositif, le courtier qui va piloter, mettre en avant comme ça l'expertise de Stoic et
et profiter, je dirais, de cette expertise technique autour de la table pour mettre en avant la qualité du conseil, l'identification des risques qui avait été fait dans un premier temps, la sensibilisation du moins. Donc voilà un petit peu le dispositif qu'on vous propose, le dispositif entre guillemets le plus long, hein, il n'y a pas plus long que ça. Et donc une fois cet appel terminé, 1 heure d'appel maximum, et bien à la fin, on est en mesure d'étudier le risque et côté souscription et côté cybersécurité. On se réunit, on prend une position et dans le délai qu'on vous affiche à l'écran, on peut vous remettre une offre et une proposition. Il y a différents scénarios possibles dans l'immense majorité des cas et je suis obligé de vous parler de chiffres. Dans 7 dossiers sur 10, on va vous remettre une proposition, soit une proposition qui est ferme, avec une offre qui est on ne peut plus simple, hein, sur lequel le client ou le prospect a la possibilité de signer sans autres décisions que celle de l'assurance. Et une autre option dans ces remises d'offres, ce sont les offres qui vont être conditionnées par l'évolution de quelques points techniques qui vont nous permettre de prendre le risque. C'est-à-dire des prérequis techniques de sécurité ou des prérequis informatiques qui vont être nécessaires avant la prise d'effet de la garantie. C'est hyper important ce que je vous dis là parce que si on essaye de comprendre l'activité aussi précisément, si on essaye de comprendre le risque d'un point de vue informatique et d'un point de vue sécurité, c'est pour être en mesure de vous aider à faire quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est de prendre par la main ces clients qui ne sont pas assurables sur le marché, qui sont refusés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et de les amener au niveau de l'assurabilité. De comprendre précisément les points qui doivent être améliorés pour qu'ensemble, on prenne votre portefeuille et on l'amène vers le marché de l'assurance cyber après des mois et des années compliquées où les assureurs, à juste titre, ont été de plus en plus exigeants. L'idée, c'est de vous faire rentrer avec votre prospect dans un processus de souscription, dans un tunnel qui doit arriver à la souscription d'une assurance cyber. Hypothèse 1, vous avez une offre, elle peut être souscrite. Hypothèse 2, vous avez une offre, elle peut être souscrite à l'échelle de quelques semaines ou de quelques mois maximum, 2-3 mois maximum, avec ces fameux prérequis techniques. Troisième option, la plus mauvaise entre guillemets, on est trop loin d'un point de vue sécurité, ça arrive, ou d'un point de vue cybersécurité, infrastructure, maturité de façon générale. Dans ce cas-là, notre volonté n'est pas comme on le voit parfois, de décliner purement et simplement un risque, mais de, encore une fois, faire une liste des points qui doivent être tout simplement... Ça bouge, Théo. C'est pas moi, ça bouge tout seul. La présentation rembobine. Okay. On recommence à zéro. Non, c'est pas moi, malheureusement. Troisième, c'est extrêmement troublant. Troisième point, ça va être tout simplement avoir la liste des points qui sont bloquants de façon à avoir une roadmap, une feuille de route pour le DSI, pour le RSSI, pour la direction financière, qui soit une ligne d'arrivée. On a été tous, j'étais courtier au même moment que vous dans le marché dur, etc. On a tous été extrêmement frustrés par ces refus d'assureurs qui n'étaient pas justifiés. Mais pour avoir un refus justifié, il faut savoir de quoi on parle, c'est notre démarche. Et donc nous, on vous donne une ligne d'arrivée. Quand cette ligne d'arrivée, elle est franchie, ensemble, on va faire le dossier avec une relation prospect qui a été consolidée via la qualité du conseil, avec un courtier qui a été au cœur de la démarche et qui aura suivi tout au long des mois de l'amélioration de sujet. Et vous venez de cette manière-là sécuriser d'un point de vue commercial et de la relation vos dossiers. Et entre guillemets les sécuriser pour les mois à venir, puisqu'un dossier qui n'est pas assurable chez Stoic, c'est un dossier qui n'est pas assurable en cyber. Je veux dire, les points de contrôle et les points de vigilance, d'attention, ils sont communs aujourd'hui aux différents assureurs, et je dirais même avec grand plaisir, il est commun au monde de la cybersécurité et au monde de l'assurance. Un dossier qui est bien évalué en cybersécurité va être bien évalué en cyberassurance, et inversement. Ça y est, les deux mondes se sont enfin rejoints et se donnent la main. Et c'est même, je dirais, la nature même de l'existence de Stoic. C'était très bien dit, Benjamin. Non, c'était très bien dit. Et d'ailleurs, je vais rappuyer sur ce que tu viens de dire, mais en une phrase, de façon très triviale. Moi, j'ai été assureur traditionnel, quoique britannique, mais traditionnel avant d'être stoïcien. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué d'un point de vue courtier de faire asseoir autour de la table un DSI, un DAF,
vous-même par la même occasion pour discuter pendant 1 heure du risque cyber, mais le gain de temps en bout de course est absolument total. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu, et j'en ai remis des centaines, des propositions cyber, voire des milliers, je n'ai jamais vu, on va dire, un processus de souscription aussi bien rodé entre la complétion du questionnaire, le call de risk assessment, cette fameuse heure où on discute tous ensemble, et ces 7 jours ouvrés de délai pendant lesquels nous allons travailler pour vous remettre une offre. Finalement, ça peut paraître compliqué, mais en revanche, ça compresse le temps et ça crante vraiment une relation avec vos clients, avec vos prospects. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous avez soit une offre, soit du conseil. Et dans tous les cas, c'est presque une relation qui est construite avec votre client. D'ailleurs, les principaux atouts, tu voulais remettre un petit commentaire encore? Non, tout à fait. Simplement un mot, c'est-à-dire que ces appels d'évaluation du risque, ils sont comparables par la qualité des intervenants, et j'entends pas souscription, je suis très modeste sur ça, mais sur la partie en tout cas ingénierie cyber, à des audits qui peuvent être facturés facilement plusieurs milliers d'euros. Donc c'est toujours très valorisant pour le courtier que d'aller sur ce genre d'échange gratuitement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, on l'a dit beaucoup de fois, mais on va le montrer de façon très visuelle. Les principaux atouts de cette approche sur mesure. Bon, là, on en a donné beaucoup, c'est beaucoup de verbatim à intégrer, etc. Puisque, évidemment, les atouts, ils se ressemblent d'eux-mêmes, mais ça va mieux, en le disant et surtout en le voyant. Donc, les 3 éléments vraiment différenciants de notre approche chez Stoic. On l'a dit, c'est une approche qui se veut préventive. Le conseil, vous l'avez bien compris, c'est avant tout une énorme valeur ajoutée pour vous en tant que courtier qui avait ce devoir de conseil, et puis pour votre client qui se voit généralement, on va dire, proposer une liste de courses si jamais il n'est pas assurable pour l'amener vers l'assurabilité. C'est-à-dire que, pour reprendre ton expression, Benjamin, on a presque une ligne d'arrivée. Si le cas échéant on n'est pas assurable, on a une ligne d'arrivée avec différents éléments à mettre en place pour pouvoir devenir assurable le jour dit, avec potentiellement un accompagnement. Donc là, c'est le cas de figure où on va faire le travail jusqu'au bout, c'est qu'on va peut-être même accompagner le client pour qu'il soit assurable demain. Le pan numéro 2, c'est une appréciation technique du risque. Donc ça, on l'a eu en fil conducteur tout au long de cet échange. Mais cette appréciation technique, elle passe nécessairement par une analyse qui est conjointe entre un souscripteur, Benjamin le bien nommé par exemple, et l'un de nos ingénieurs cyber qui s'occupe également de la partie réponse à incident. Et vous l'aurez bien compris, tout l'enjeu quand on a une réponse à incident qui connaît le risque en amont, c'est exactement comme si vous aviez un pompier, un sapeur-pompier qui intervient sur un site dont il a déjà l'accès et surtout dont il a déjà le plan. C'est-à-dire que pour circonscrire l'incendie dans une salle à laquelle vous avez déjà les clés, c'est bien plus facile que d'arriver, découvrir le bâtiment, chercher le plan et trouver la chambre forte, quoi. Donc cette appréciation technique, elle est j'ai envie de dire, la clé presque de l'approche qu'on vous propose chez Stoic. Et enfin, sur l'accompagnement personnalisé tout au long de l'étude, eh bien, on l'a dit juste avant, mais c'est de prendre un assuré par la main, de lui proposer, on va dire, un chemin. Le chemin, on l'a décrit, c'est tout le process de souscription jusqu'à la proposition d'assurance. Et si proposition d'assurance il n'y a pas, en tout cas, il y aura le chemin vers l'assurabilité. Donc, la prochaine étape, celle que tout le monde attend, vous, courtier, votre client encore plus, que vous soyez en replacement, en primo-équipement, en équipement de votre portefeuille via une campagne, c'est la remise d'offres. La remise d'offres sur les risques à plus fort enjeu, au-dessus de 50 millions de chiffre d'affaires, elle s'opère via une restitution qui est co-brandée à votre nom, comme si on y était, comme si nous étions courtiers, c'est-à-dire qu'on vous propose presque un mémo, une note que vous allez pouvoir partager avec votre client et qui va expliquer le plus fidèlement possible toute l'analyse, tout le process qui s'est passé entre la prise de contact de votre client, la complétion du questionnaire, l'analyse, la projection du risque et jusqu'à l'offre en elle-même. Et pour ça, on reprend donc les différents intervenants. Donc là, on vous a pris une note fictive avec Antoine Vallée qui est responsable de notre CERT, donc le centre de réponse à incident, Benjamin qui était responsable souscription lors de cette étude et moi-même.
et nous allons vous expliquer quelle a été notre compréhension de votre business model. Cette note, on vous la remet sous un format PDF et en plus de vous la remettre sous un format PDF, on vous propose une restitution le jour J. La restitution, elle s'opère évidemment avec vous, conjointement, avec une personne chez nous, que ce soit Benjamin sur la partie souscription, ou s'il y a un enjeu plus technique, on le verra tout à l'heure sur des prérequis à mettre en place, on peut également prévoir une restitution avec un ingénieur cyber qui va expliquer comment mettre en place les prérequis. Et là, typiquement, on explique pour ce risque fictif, encore une fois, que le risque financier lié à l'indisponibilité des systèmes était considéré par nos équipes comme élevé et à contrario, le risque financier lié à une fuite de données était considéré comme plutôt faible. L'un exposait donc plutôt la partie dommages subis, donc les frais consécutifs, la ransomware, la perte d'exploitation, et l'autre exposait plutôt moins la partie RC Cyber. Et le fait de pouvoir quantifier comme ça le risque pour votre client, ça permet de le projeter. Et quand on projette les conséquences d'une attaque ransomware pour un client déterminé, on se base sur quoi? Sur le chiffre d'affaires, évidemment, sur une marge brute qui est connue, qui est identifiée, qui est calculée, et sur tous les coûts qui vont être empilés les uns les autres sur les coûts d'une perte d'exploitation, qui va être chiffré, par exemple, dans ce cas d'espèce, à 1 119 000 euros, avec un calcul sur la base de 111 000 euros par jour ouvré de perte sur une moyenne de 10 jours. Alors, c'est pas des chiffres au doigt mouillé, hein, ça Benjamin l'explique très bien. On sait combien de temps dure une attaque, combien de temps dure de remédiation. Finalement, on arrive à faire une moyenne sur un sinistre type, et via un sinistre type, on arrive à quantifier un sinistre moyen sur un poste déterminé. Idem pour l'intervention technique. L'intervention technique, elle se compte en jours hommes. Sur notre équipe de réponse à incident, on sait évidemment combien de personnes vont être mobilisées sur un incident type. On va savoir combien de frais vont être associés donc à la réponse à incident en tant que tel, en l'espèce 45 000 euros, et combien vont être affectés au poste de reconstitution du système d'information. Là, on a un chiffre en tête sur le nombre de postes de travail avec un coût par poste de travail. On a un chiffre en tête sur le nombre de serveurs avec un coût de remise en état d'un serveur informatique, etc. Et donc, ce scénario d'incident type, on le chiffre, on l'expose et on propose visuellement lors de la restitution avec un coût total de l'incident à 1 300 000 euros pour ce client déterminé. Dans la slide suivante, vous allez le voir, on quantifie pour le coup très visuellement tout ce que je viens d'expliquer à l'oral. Là, typiquement, les conséquences financières de la cyberattaque pour l'entreprise X sur un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros avec un taux de marge brute de 32%. Et là, Benjamin se dit tout de suite, il doit être dans le secteur de l'industrie puisque les industries manufacturières ont un taux de marge brute moyen qui est de l'ordre de 30% généralement, ce qui nous permet d'avoir des schémas assez rapidement en tête quand on arrive en call de risk assessment puisqu'on sait qu'on va avoir affaire à ce type d'entreprise-là. Et par rapport à un taux de dépendance à l'IT qui est assez haut, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, si l'IT tombe, l'entreprise est affectée de façon drastique, avec un nombre déterminé de postes de travail, c'était 250 postes de travail. Et vous le voyez, en fonction de la courbe du temps versus la courbe de l'évolution de la perte d'exploitation, on a une augmentation qui n'est pas linéaire, qui est plutôt exponentielle. Et donc, on se rend bien compte que plus l'incident dure, plus le coût augmente. Et ce qu'on dit, c'est que le fait d'avoir internalisé la réponse à incident, ça nous permet un temps de réponse qui est très très court, parmi les plus bas du marché. Et je ne vais pas reprendre l'image du sapeur-pompier qui connaît les locaux, mais vous l'avez bien compris, on a un alignement des intérêts qui est parfait, puisque le fait d'intervenir nous-mêmes, on va dire, nous permet de limiter typiquement le coût d'une réponse à incident qui serait moins effective. C'est-à-dire que si on n'intervient pas ou mal ou dans un délai trop long, on va être exposé derrière à payer de la perte d'exploitation, à payer un sinistre à plus fort enjeu. Et donc, on a tout intérêt, autant que le client, à ce que le sinistre se passe bien, et vite, et qu'on circonscrive l'incendie rapidement. Finalement, ce qu'on essaye de faire auprès de ces slides qui peuvent sembler chargés en chiffres, c'est de venir vous mettre à disposition dans les mains des scénarios qui sont simples, avec des chiffres qui sont des chiffres clés de l'entreprise et qui vous permettent quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup trop rare en assurance cyber, c'est de venir avoir de la quantification et de la compréhension du risque auquel on s'expose. Aujourd'hui,
Combien de courtiers viennent nous voir, nous appellent les responsables en région et leur disent j'ai telle entreprise, moi j'aurais tendance à mettre la limite maximum possible pour être sûr, mais quantifier un risque cyber, pour moi c'est compliqué. Je sais le faire sur de l'industrie, sur une tout risque industriel, une TRI, je sais le faire sur de la responsabilité. En cyber, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul, nous, sur le terrain, on n'a pas suffisamment de police en portefeuille. J'ai écouté au cours des 3-4 dernières années ce que me disaient mes assureurs, etc. Je les comparais sur des limites égales pour tout simplement faire des benchmarks et des comparatifs. Mais aujourd'hui, beaucoup nous disent, je ne sais pas vraiment ce que ça représente comme risque. À juste titre, c'est normal. Donc, on essaye derrière, par notre compréhension du risque, de vous apporter du rationnel, du confort, et donner une vraie explication et du vrai conseil. Et tout simplement, cette matérialisation du risque, elle passe tout simplement par des slides que vous présente Théo comme exemple, qui viennent en synthèse à la fin de l'étude et qui sont votre outil de restitution que vous pouvez présenter vous-même si vous vous sentez, ou que vous pouvez présenter avec nous pour avoir encore plus de soutien. Voilà. J'ai simplement résumé ce que tu viens de dire, mais Exactement. ça me semble important. Exactement. Et bien souvent, tu as bien fait de le rappeler, Benjamin, bien souvent, la question qui se pose quand on est en replacement, c'est de se dire, on va trouver la meilleure solution possible, presque le prix, on saura l'expliquer, parce qu'on a un contexte, on a un cheminement, et surtout, on a un assuré qui a conscience tant de sa vulnérabilité, parce qu'il a pu être cyberattaqué, indemnisé, il a pu souscrire une police et donc se voir majoré, etc. Donc, il a une idée en tête de son risque et surtout du prix qu'on met en face de ce risque-là. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous arrivez sur une population de primo équipement, de ceux qui ne sont pas assurés, qui n'ont pas du tout d'image en tête de ce que représente pour eux le risque cyber par rapport à leur activité, et encore moins ce que ça représente en termes de coûts. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une logique dommage, RC, potentiellement RC Pro, flotte, etc. En tout cas, une logique qui n'est pas du tout celle du risque qui est de tous les, on va dire de tous les, comment dire, en tout cas, c'est le risque numéro un pour beaucoup de sociétés. Voilà. Et le problème, c'est que lorsqu'ils n'arrivent pas à quantifier leur risque, ils n'arrivent encore moins à quantifier ce que ça va représenter en termes de primes. Et donc, d'arriver avec quelque chose de très visuel sur le fait qu'en cas d'attaque, vous aurez un potentiel de sinistre qui représente tant de milliers d'euros, ça permet derrière d'aller expliquer pourquoi la prime qu'on propose est en corrélation justement avec ce risque qui est énorme pour la société que vous souhaitez assurer. Et le mot que je cherchais, c'était de tous les sondages. Voilà, de tous les sondages. Le dernier baromètre en date, c'est Allianz 2023, du risque numéro 1, devant l'incendie, devant les 4 nat, etc. C'est vraiment le risque cyber. Et en fin de présentation, donc il reste 2 slides. En fin de présentation, ce qu'on propose, alors dans une petite quantité de cas, vous n'avez aucun prérequis à lever avant la date du début du contrat. Pour le coup, c'est-à-dire que la posture de risque est nickel. De notre côté, on n'a rien à dire. On n'a plus qu'à présenter presque des conditions et en face de ces conditions, un prix, et le client n'a plus qu'à cliquer pour souscrire. En revanche, dans certains cas de figure, vous avez quelques petites choses à mettre en place, c'est-à-dire quelques petites marches vers l'assurabilité. Évidemment, dans ces cas de figure-là, les équipes techniques de Stoic, elles sont là pour accompagner le client à franchir ces dernières marches. Et pour le coup, en l'occurrence, là, vous aviez une politique de sauvegarde qui n'était pas conforme à nos exigences, mais elles étaient loin, on va dire, de ce qu'on ne souhaitait pas pour l'assurabilité. Donc, du coup, il y avait une petite marche à franchir et pour le coup, on a proposé les services d'un de nos ingénieurs pour pouvoir mettre en place la bonne politique de sauvegarde dans cette entreprise. Et vous aviez une mise en place du MFA qu'il fallait généraliser sur l'ensemble des messageries et sur le VPN de la société qu'on souhaitait assurer. Et pour le coup, ça peut être fait dans un délai, Benjamin le dira mieux que moi, mais d'1, 2 ou 3 mois suivant les cas critiques ou non pour l'assurer. Point important, Théo, on a des ingénieurs qui sont là pour expliquer les prérequis, expliquer les réserves potentielles, pour parler avec le DSI de l'applicabilité de ceci, des solutions qui existent sur le marché, donner des conseils, ça peut être des appels, un petit peu de soutien comme ça technique. On va pas dans les entreprises implémenter les outils et on n'a pas des équipes qui se déploient comme ça elles-mêmes et qui vont travailler sur les PC, les serveurs de l'entreprise. C'est un accompagnement et un conseil qui va faciliter les choses, fluidifier, expliquer, être dans le concret. Mais c'est pas des prestations qui sont autres, c'est la qualité du conseil qui accompagne les offres pour les rendre éligibles à la souscription le plus vite possible. Alors, on a beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc, du coup, je vais en finir par la slide que tout le monde préfère généralement. Oui,
Oui, il y a une incohérence entre les deux prix à droite. Je préfère le dire plutôt que vous le remarquez par vous-même. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on propose une formule adaptée au profil de risque. On revient pas sur la projection, sur la quantification. Ça, c'était avant. Maintenant, ce qu'on s'attache à faire, c'est présenter une formule qui correspond le plus possible au budget. Allez, commençons par ça, au budget de votre client et surtout qui correspond plus à la matérialité du risque que nous souhaitons, que vous souhaitez couvrir. On rappelle la limite principale, 2, 3, potentiellement 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, différents jeux de franchise, puisqu'on aime bien aussi moduler l'accompagnement. Je le répète, l'assistance qui est internalisée, elle est sans limite, sans sous-limite et sans franchise sur 12 mois. Pour le coup, la franchise ne va s'appliquer uniquement qu'à vos dommages subis. Quand je dis vos, c'est ceux de vos clients, qu'aux dommages liés à la RC Cyber de votre client. Et par rapport à ces trois accompagnements possibles, vous avez trois primes correspondantes possibles qui comprennent toutes, dans ces cas de figure, une commission de 20 points pour vous. Et ces trois options d'assurance comprennent évidemment à la fois les outils de cyberprotection qui font partie intégrante de notre offre et la réponse à incident qui est totalement internalisée, sans limite, sans franchise et au premier euro pour le coup. Donc, on est assez modulable sur la capacité à accompagner vos clients. Évidemment, il y a une logique de budget qu'on essaie de respecter, mais à côté de cette logique de budget, nous, notre discours, et c'est vraiment la proposition de valeur, c'est de mettre en face d'un risque un prix et d'entre les deux, de savoir l'expliquer le plus fidèlement possible. Parfait. Peut-être qu'il est temps de prendre les questions puisqu'il reste que 7 minutes. Allez, juste avant de prendre les questions, un petit mot sur l'objectif cyber en une phrase, sinon on m'en voudra de pas vous l'avoir dit. Du 1er octobre au 31 décembre 2023, toutes les affaires que vous faites entrer chez nous, chez Stoic, vont potentiellement vous faire occasionner du surcommissionnement. Voilà, il y a trois différents seuils. Premier seuil, c'est 5 nouvelles affaires ou 25 000 euros hors taxe, vous avez 2% de surcommission sur les dites affaires et surtout en récurrent et ainsi de suite. Plus vous en faites, plus vous en avez. C'est le but de l'objectif cyber et surtout que les bénéfices de cet objectif-là sont reversés derrière à l'IFPAS pour la formation de personnes très compétentes comme Benjamin Mangel, ici présent. C'est gênant. Peut-être les questions du coup. Je remonte en haut des sujets. J'essaie de toutes les prendre dans l'ordre. On fait au mieux. Si on n'y parvient pas, on les prendra par écrit. On répondra à tous les participants. Qu'en est-il si le nombre de données augmente durant la durée du contrat? Exemple, la souscription de client à 200 000 données et après 3-4 ans, 500 000 données. Ce qui est important, c'est les informations qui sont données à la date de souscription du contrat. C'est une photographie à l'instant T d'une situation. Donc après, lors des renouvellements, on va vous demander quelques informations souvent administratives, d'actualisation de chiffre d'affaires notamment. Simplement pour valider qu'on est toujours dans les clous et que les choses avancent comme on l'entend. Et ça peut être l'occasion de nous donner ce genre d'informations. En tout cas, pour vous donner une idée très concrète, si on souscrit un 1er janvier et que tous les paramètres changent jusqu'à la fin de l'année, à partir du moment où c'est quelque chose qui est évolutif et qu'on arrive à démontrer assez simplement que c'est une évolution liée au business, etc., l'évolution de l'entreprise, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de déchéance de garantie. Ce qui compte, c'est que les infos aient été bonnes au moment de la souscription. Non, pas d'obligation de nous indiquer des noms de domaine dans la même logique, question de Vincent Osvirs. Pas d'obligation de nous indiquer des noms de domaine dans cette même idée, cette même intention. Maintenant, gardez à l'esprit que le scan de vulnérabilité est un outil précieux pour les assurés. C'est au-delà d'un enjeu contractuel, c'est un enjeu de gestion de risque. Et donc, on encourage nos clients à renseigner les noms de domaine et les adresses IP dans leur espace Stoic de façon à bénéficier de notre surveillance. C'est gratuit, entre guillemets, c'est intégré dans la police. C'est dommage de ne pas pouvoir en bénéficier et de ne pas protéger son système d'information comme il peut l'être. Bonjour, concernant le e-commerce, quelles sont les activités précises que vous souhaitez prendre en risque? Pas de focus spécifique. Envoyez-nous les dossiers et on les étudiera un par un avec probablement des appétits qui seront similaires entre les dossiers. Très dépendamment, je dirais, de la qualité de la gestion du risque informatique lui-même, plus que dans l'activité. Lorsque la réponse à ces critères sensibles est élevée, déclinez-vous ou sous-limitez-vous.
il n'y a pas de réponse, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que ça dépend des dossiers. Je dirais que l'intérêt d'avoir une analyse poussée des dossiers, c'est de pouvoir avoir de la finesse dans notre compréhension et dans notre restitution. Dans certains cas, sur des cas qu'on se trouve trop exposés, on va décliner. Dans d'autres cas, on s'interdit pas de sous-limiter. Tout est possible, tout est imaginable pour répondre de façon proportionnelle à un risque, avec une réponse adaptée. Vente de réseaux de télécommunications avec comme clients les marchés publics de l'armée, de la gendarmerie, de la police. Effectivement, la télécommunication, c'est un sujet qui aujourd'hui est, j'aurais pu le citer tout à l'heure, particulièrement sensible d'un point de vue de l'étude. On a décliné pas mal de dossiers ces derniers mois. Il n'est pas dans le cœur de nos appétits, et donc c'est probablement un dossier là tel que présenté qu'on déclinerait, sur lequel on a très peu de confort. Et pour vous donner un petit peu de visibilité et un petit peu de profondeur dans notre réflexion, pourquoi est-ce que je suis un petit peu plus dur sur ce sujet-là par rapport à d'autres? Tout simplement parce que c'est des choses qui nous sont imposées, sinon qui sont tenues par la réassurance notamment, et sur lequel on a peu une logique de marché. Voilà, on a peu de logique de marché et la réassurance étant la même pour tous les acteurs de la cyber. On va dire que les opérateurs de télécommunications au sens large, et surtout dans un secteur qui est très regardé comme celui de l'armée et des forces de l'ordre, on va dire que c'est une combinaison de facteurs qui est assez mal aimée de la part de nos réassureurs. Durée de la proposition, une offre qui est ferme, sans prérequis, sans quoi que ce soit. La durée de validité classique chez Stoic, c'est 30 jours. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, il y a certains cas dans lesquels on veut donner la main et on veut vous accompagner, vous courtiers, et surtout accompagner les clients vers l'assurabilité. Ça implique des process qui peuvent durer 2-3 mois. On arrive à vous faire des validités d'offres sur ces durées-là pour donner du confort d'un point de vue financier, et générer de la confiance entre les équipes techniques, informatiques et les équipes financières pour aller vers l'assurabilité. Donc, dans ces situations-là, on peut avoir des durées de validité qui vont jusqu'à 3 mois. Et on essaie d'avoir cette souplesse pour avancer plus pragmatiquement possible. Avez-vous une cotisation minimum? Non, elle est rapport à la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son activité, son nombre d'employés. J'ai pas de minimum à vous donner. La plateforme simule très bien les prix sur les petits comptes. N'hésitez pas à aller entre guillemets, vous amuser et à faire des tests sur votre portefeuille. Programmes internationaux, comment étudiez-vous les SI propres à chacune des entités? Quel est votre délai de réponse là-dessus? Extrêmement. Alors sur les délais de réponse, je dirais que c'est pas rallongé parce que le système d'information ou le programme est international. On étudie les dossiers dans des délais qui sont similaires. Je dirais la réponse dépend tellement de la réalité qu'on rencontre. On a des systèmes d'information d'entreprises internationales qui sont centralisés au siège, pour lesquels on a une seule et même réponse pour l'ensemble du groupe. D'autres où les systèmes d'information sont disparates. Il y a autant de systèmes d'information et d'entreprises que de réalités différentes. Donc on essaie encore une fois d'être pragmatique et de comprendre la situation à laquelle on a affaire. Encore une fois, ça dépend du nombre de dossiers qu'on a. C'est difficile, Anne, de vous répondre plus précisément là. Prenons les dossiers un par un et avec plaisir pour les creuser ensemble. Le centre de réponse à incidents est intégré à Stoic. Oui, complètement. C'est une des principales forces de Stoic aujourd'hui. Comme le disait Théo, alignement des intérêts parfait. Il faut que les pertes soient les plus limitées possibles pour vous assurer, évidemment, mais pour nous également. Il en va de notre stabilité financière. Pas d'intermédiaire entre nous et le client. On se rend sur site dans les premières heures et on répond au téléphone dans les premières minutes, 24/7, et avec des experts en réponse à incidents chevronnés, avec pour certains d'entre eux plus de 10 ans d'expérience et des centaines de sinistres à leur actif dans des sociétés spécialisées. L'erreur humaine interne est assurée. Question. Alors déjà, premier point, qu'est-ce que c'est qu'une erreur humaine interne? Souvent, il y a une incompréhension de ce côté-là. Et parfois, des courtiers nous disent attention, vous me dites que l'erreur interne, vous couvrez la malveillance externe, la malveillance interne n'est pas couverte. Or, Benjamin, le phishing, c'est la menace numéro 1 pour les entreprises, toutes les entreprises sont ciblées, etc., etc. Bon, le phishing et le fait qu'un employé tombe dans le panneau, renseigne ses identifiants, clique sur un lien malveillant, quoi que ce soit, bref, une
contamination ou une accession d'un pirate au système d'information par un mail de phishing n'est pas une erreur interne, n'est pas une erreur humaine interne. C'est bien une malveillance qui est à l'origine de la compromission, et à ce titre-là, elle est traitée de la façon la plus classique possible, avec toutes les garanties du contrat d'assurance cyber et sans aucune sous-limitation. Pour ce qui est de l'erreur humaine interne autre, l'erreur humaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on ne définit pas interne ou externe, s'il y a une erreur humaine qui déclenche un sinistre, eh bien vous avez tout à fait la possibilité de déclencher l'équipe de réponse à incident, de la dépêcher, toujours en 24/7, la fameuse équipe dont on vous parle, pour rétablir le système d'information et remettre les données dans leur état initial avant l'attaque, le plus rapidement, tout simplement on est au chevet de l'entreprise pour l'aider le plus simplement possible et le plus rapidement possible. À partir de quel seuil de chiffre d'affaires ou de capacité les simulations de quantification du risque sont-elles transmises? Alors déjà, c'est une nouveauté chez nous. Hein. Effectivement, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui a quelques semaines, 15 jours ou 3 semaines désormais. Et ce sont des simulations qui sont disponibles à partir du moment où l'étude est sur mesure. Donc, dans les fameux cas, plus de 50 millions de chiffres d'affaires ou activités spécifiques. Voilà. Donc ça vient naturellement après ces études-là. Dans la présentation, il est indiqué un coût de réponse à incident que je vais pas citer, peu importe. Est-ce valable pour tous les secteurs? Non. Ce qu'on vous répète, ce que j'essaie que je répète et surtout que je veux que vous compreniez, c'est que on est dans quelque chose qui est du sur-mesure dans ce process-là, qui est de la compréhension fine du risque, et donc les offres sont le résultat d'une compréhension du risque bien précise, qui elle-même est la compréhension d'une activité bien précise, et donc tous les paramètres qu'on vous a donnés dans les simulations varient d'un dossier à l'autre. Donc ce qui est constant, c'est la méthode de calcul, c'est les outils qui vont nous permettre d'analyser le sujet. On va systématiquement essayer de comprendre la perte d'exploitation, on va systématiquement essayer de comprendre les frais supplémentaires d'exploitation qui sont associés d'ailleurs. On va essayer de chiffrer les frais de reconstruction du système d'information, les frais d'investigation dans l'assistance et le coût d'une fuite de données. Ça, c'est, je dirais, le schéma dans lequel on évolue et le cadre de l'étude est le même. Mais les résultats et les données qui en sortent sont évidemment et obligatoirement différentes d'un dossier à l'autre. Bonjour, le MFA est-il obligatoire à la souscription? Bien ça dépend, encore une fois. Sur les entreprises qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires, ça n'est pas, donc en process standard, ça n'est pas un prérequis à la souscription, ça n'est pas obligatoire, ça n'est pas forcé. Il y a d'autres prérequis sur les sauvegardes, il y a d'autres prérequis sur les antivirus qui doivent être déployés, mais pas sur le MFA. Pour ce qui est des comptes en sur-mesure, ça n'est pas gravé dans le marbre. Maintenant, pour être tout à fait pragmatique, dans l'immense majorité des dossiers, c'est un point qu'on va attendre, notamment pour les connexions à distance au système d'information ou les messageries, puisque ce sont des moyens de compromission extrêmement utilisés par les attaquants tout simplement, et donc qui sont éminemment importants pour nous à la souscription. Donc il est fréquent que ce soit un point qu'on demande, et il est fréquent que ce soit un point qu'on demande après avoir remis une offre en prérequis avec tout l'accompagnement et toute l'explication de nos équipes pour le déployer. Je vois que l'heure tourne. Benjamin, je sais que tu es, je sais que tu as à cœur à répondre à toutes ces questions-là qui sont d'ailleurs passionnantes. On vous en remercie grandement pour les questions qui n'ont pas été répondues parce qu'on a un autre événement avec Benjamin juste après, un fameux call de risk assessment justement qui doit commencer. Appel d'évaluation du risque en français. Ouais. Appel d'évaluation du risque en français. Merci, tu as raison. Pour toutes ces réponses qui n'ont pas été répondues, vous pouvez nous faire un petit mail, soit directement auprès de vos responsables locaux en région, soit directement à Benjamin ou à moi, et on sera très heureux d'y répondre, on va dire de façon nominative. Est-ce que ça vous va? Un dernier point peut-être, c'est le point visibilité. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'informations, de news qui vont nourrir l'actualité, votre actualité terrain, qui vont vous accompagner dans les évolutions de Stoic et qui nous permettent de rester en contact. Et deuxième point que je vous souhaite souligner, c'est votre espace courtier qui est une mine d'or d'un point de vue de la qualité de l'information. Allez creuser, il y a de la formation vidéo, il y a énormément de choses sur les secteurs d'activité, des exemples de sinistres par région. Allez puiser de l'info, il y a énormément de choses. Si vous avez un petit peu de temps en préparation de vos rendez-vous, n'hésitez pas. Pour tous les autres cas, n'hésitez pas à contacter vos responsables en région, Théo sur la région Rhône-Alpes, ils sont au nombre de 6, les contacts sont facilement disponibles, rapprochez-vous d'eux, ils sont à votre entière disposition. Merci à tous pour votre participation, vous étiez nombreux aujourd'hui, c'était un plaisir.
bonne journée et Merci à beaucoup. bientôt Bonne tout le journée à monde. tous et à Au revoir. toutes. Au revoir.